Esquine d'Essex est reconnu comme le premier souverain des Saxons de l'Est, l'ancêtre de la dynastie qui, un jour, détiendrait Londres au 7e siècle. Il appartient à l'aube de l'Angleterre anglo-saxonne, à l'époque des grandes migrations, une période qui oscille entre l'archéologie et les sources écrites, approximativement de la fin du 5e siècle au milieu du 6e siècle. Même son nom a une signification. Esque pouvait signifier le frêne, mais aussi la lance en bois de frêne, l'emblème du guerrier. Wyn signifiait ami, protecteur, le compagnon d'un seigneur. Son nom signifie donc ami de la lance ou protecteur de la bande guerrière. Dans le monde dans lequel il vivait, la royauté exigeait plus que le pouvoir. Elle exigeait une ascendance sacrée. Les maisons royales retraçaient leur lignée jusqu'au domaine du mythe, et de façon unique parmi les premières dynasties anglaises. On disait qu'Esquine descendait de Siaxnit, le dieu tribal des Saxons eux-mêmes, un ancêtre divin qui incarnait l'identité du peuple. Alors que nous le voyons comme un homme, un souvenir ou une légende, Esquine se tient au seuil de l'histoire anglaise, au moment où les bandes de guerriers errants sont devenus des royaumes. Voici son histoire. Parmi tous les dieux dont se réclamaient les premiers rois anglais, Wodin, Ing, Til, un seul se distingue. Ce n'est pas une divinité germanique universelle, ni partagée par la Scandinavie ou le continent en général, mais un dieu appartenant spécifiquement au peuple saxon lui-même, Siaxnit. Son nom ne subsiste que dans les généalogies et les serments. Il définissait l'idée que les Saxons se faisaient d'eux-mêmes. Le nom se décompose en deux éléments du vieil anglais. Sayax, le long couteau à un seul tranchant porté par chaque guerrier saxon, un outil, une arme, un symbole ethnique. La tribu elle-même a été nommée d'après lui. Nate signifie compagnon, parent ou partisan, donc le nom signifiait probablement seigneur du clan saxon. Il apparaît dans une renonciation baptismale continentale utilisée pour convertir les Saxons au christianisme, déclarant « Je renonce à Tunor, Wodin et Siaxnit ». Ceci est important car cela prouve que les missionnaires pensaient qu'il était suffisamment important pour que les convertis doivent officiellement l'abandonner, ce qui signifie qu'il était un dieu central de l'identité, et non un esprit mineur. Siaxnit était probablement un dieu ancestral, ou le véritable père du peuple saxon, un patron de la guerre ou un gardien des guerriers et de la loyauté, un forgeur d'identité qui séparait les Saxons des autres tribus germaniques. La lignée royale des Saxons de l'Est était la seule à faire remonter sa lignée non pas d'abord à Wodin, mais à Siaxnit. C'était important politiquement. La plupart des royaumes anglais revendiquaient un prestige divin, mais l'Essex revendiquait une légitimité ethnique, ce qui signifiait que leur roi n'était pas seulement choisi par les dieux. Il était parent des Saxons eux-mêmes. Cela aurait été extrêmement puissant pendant l'époque des migrations, lorsque les populations étaient encore en train de former leurs identités. À travers les eaux froides de la mer du Nord, le long des côtes battues par le vent du monde saxon continental, les marécages du nord de l'Allemagne, les rivages noyés de brume du Jutland. De cet horizon vinrent le peuple que l'on appela plus tard les Saxons de l'Est, et parmi les chefs dont les descendants se souviennent se trouve Esquine d'Essex. Dans des tombes à travers l'Essex, les archéologues ont trouvé des urnes cinéraires identiques à celles utilisées dans la région de l'Elbe, au nord de l'Allemagne. Les fibules enterrées avec les femmes correspondent au style porté sur la côte continentale. Les armes placées à côté des morts suivent les coutumes des groupes de guerriers saxons. Et même les motifs animaliers, gravés dans les objets en métal, ressemblent fortement à ceux produits dans le nord de l'Allemagne. En d'autres termes, l'Essex primitif ne s'est pas développé progressivement à partir de la population britannique locale. Elle est apparue comme une communauté déjà formée, une société amenée d'outre-mer et établie sur une nouvelle terre. Esquine n'était probablement pas le chef d'une seule armée d'invasion. Au contraire, il était plus probablement le chef d'un groupe de clans migrants, de familles ainsi que de guerriers se déplaçant avec leurs biens et leurs animaux à la recherche d'une nouvelle terre où s'installer. Pendant longtemps, l'histoire a imaginé l'arrivée des Saxons comme une conquête soudaine,
de grandes flottes débarquant, des villes en flammes, des armées s'affrontant sous les murailles. Mais les preuves racontent une histoire plus lente et plus silencieuse. À la fin du vieux siècle, de petites embarcations commencèrent à entrer dans les estuaires le long de la côte est de la Grande-Bretagne. Les nouveaux arrivants ne se sont pas dirigés vers les villes romaines abandonnées. Au contraire, ils se sont installés dans les marais, ont cultivé les vallées et ont vécu près des eaux qu'ils connaissaient déjà. Avec le temps, les établissements se sont multipliés. Les sépultures contenaient des femmes et des enfants ainsi que des guerriers, et des routes commerciales se sont formées entre les communautés. Ces gens n'étaient plus des pillards, ils sont devenus des habitants. Au début du VIe siècle, les groupes dispersés avaient besoin d'un chef. Des alliances se sont formées, des chefs rivaux se sont affrontés, et une lignée a progressivement pris le dessus sur les autres. Ici, la tradition ultérieure place Esquine d'Essex non pas comme le premier Saxon à arriver, mais comme le chef qui a uni les colons. Pourtant, la Bretagne n'était pas vide. Les communautés romano-britanniques vivaient encore dans des forts de hauteur, au point de passage des rivières, et dans les vestiges déclinants de l'ancienne cité impériale, Londinium. Pendant des décennies, la terre fut partagée difficilement entre les agriculteurs britanniques, les colons saxons et des bandes de guerriers rivales. La lutte ne fut pas une seule bataille, mais de nombreuses années de tension. Les nouveaux arrivants n'avaient pas besoin de prendre d'assaut les murs de Londres. Au lieu de cela, la campagne changea lentement de main. Les villages saxons contrôlaient les terres agricoles, les routes et les voies commerciales. Privée de ravitaillement, l'ancienne ville romaine déclina davantage. Certains habitants sont partis, d'autres sont restés et se sont adaptés. Lorsque les rois saxons de l'Est ont ouvertement régné sur Londres, ils ont hérité d'un lieu déjà transformé. La conquête n'avait pas été soudaine, elle avait été progressive et finalement inévitable. Dans les siècles suivants, lorsque les moines ont tenté de donner à chaque royaume un commencement digne de mémoire, ils ont raconté une histoire puissante. Ils disaient qu'Esquine d'Essex s'était autrefois tenu sous les bannières d'Octa de Kent, un souverain de moindre rang sous l'autorité d'un plus puissant, jusqu'au jour où il refusa de s'incliner. Selon la tradition, les deux rois se sont affrontés lors d'une bataille en l'an 527, quelque part le long des marais de la rivière Lee. Là, selon la légende, Esquine a vaincu Octa et brisé à jamais l'autorité du Kent, et de cette victoire est né le royaume des Saxons de l'Est. En réalité, le monde saxon primitif de la Tamise était une zone frontière. Des bandes rivales de guerriers se surveillaient de chaque côté des rivières et marécages. Les alliances changeaient, les chefs rivalisaient, et avec le temps, une lignée s'est imposée au-dessus des autres. Le souvenir de cet homme qui a uni les Saxons de l'Est et qui ne se soumettait plus au royaume voisin a survécu longtemps après que les détails aient été oubliés. Les écrivains médiévaux l'ont transformé en un seul événement héroïque. Un roi, une bataille, une victoire. Bien qu'il soit compté parmi les royaumes de l'Angleterre anglo-saxonne, l'Essex n'a jamais laissé un corpus documentaire aussi riche que celui conservé par ses voisins. Aucune chronique locale ne raconte son histoire. Peu de chartes ont survécu. Dans les grandes histoires de l'Angleterre ancienne, il n'apparaît que brièvement, un royaume se tenant plus souvent dans l'ombre des autres que dans la lumière de sa propre renommée. Pendant une grande partie de son existence, les rois descendèrent d'Esquine d'Essex, et ils étaient gouvernés par des suzerains plus puissants, parfois le Kent, parfois l'Est Anglie, et plus tard la Mercie. Pourtant, leur lignée a perduré, et parmi eux s'est élevé Cerbère d'Essex, le premier roi saxon de l'Est à accepter le christianisme. Même alors, l'ancien monde ne disparut pas du jour au lendemain. Après sa mort, ses fils sont revenus ouvertement au culte de leurs dieux ancestraux, permettant à leur peuple d'honorer les idoles de leurs ancêtres, rappelant que la foi ne change pas en une seule génération. Les souverains de l'Essex ont rejoint progressivement, au fil des décennies, la conversion des royaumes anglo-saxons. Mais l'époque des petits royaumes était en train de passer. Au début du IXe siècle, le dernier souverain des Saxons de l'Est, Sigrid d'Essex, n'était plus l'égal des autres rois. D'abord réduit au rang de seigneur subordonné, il fut finalement contraint de se soumettre à Egbert de Wessex.
Il céda son royaume en l'an 825. À partir de ce moment, l'Essex cessa d'exister en tant que royaume indépendant, absorbé par une puissance plus grande qui deviendrait un jour l'Angleterre. Ainsi prit fin la lignée royale, la dynastie qui prétendait descendre de Saxnet, l'ancien dieu des Saxons, et qui faisait remonter ses origines à un fondateur dont le souvenir traversa les siècles. Le royaume disparut, mais la mémoire demeura. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne, et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz et Stéphanie Hassan. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre History Profile.